Ce soir, avec notre invité, on va parler d'un sujet sur l'Afrique et particulièrement le Togo. Est-ce que l'opposition politique est à réinventer? On pose la question à Jules Bamim Bafena. Vous êtes le secrétaire général du mouvement Nouvelle Vision Novi. Bonsoir, Jules Bafena. Bonsoir, Samuel. Merci d'accepter l'invitation. Merci à vous, Samuel. Alors, vous suivez un peu l'actualité politique sur le continent, au Togo également. On va rester un peu sur le continent quand vous voyez que ce soit en RDC qui vient d'avoir son élection, au Zimbabwe, au Togo, un peu partout. Vous avez une opposition qui est déclarée perdante, qui est dans la contestation permanente et tout. Et pourquoi cette constance des oppositions en Afrique, selon vous? Non, je crois que cette constante des oppositions en Afrique, permettez-moi tout d'abord de saluer nos téléspectateurs, de dire un sincère bonjour à tous nos membres au sein du mouvement Nouvelle Vision et spécialement au président, le Dr Oubenton. Et revenant donc à votre question, je crois que nous avons mal, surtout dans nos pays francophones, nous avons mal amorcé les processus démocratiques. Certes, il y a des pays comme le Bénin où cela quand même a pu se faire, je crois, grâce à la volonté des chefs d'État qui étaient à l'époque au pouvoir. Mais il n'en demeure pas moins que nos oppositions sont toujours des marionnettes, comme le sont d'ailleurs nos chefs d'État qui sont au pouvoir. Donc je crois qu'il faille réellement que de nouvelles classes politiques puissent s'implanter avec un nouvel élan et surtout sans cordon ombilical avec le colon. Mais quand vous parlez ainsi de l'opposition, est-ce qu'elle le fait malgré elle? Est-ce qu'elle a les moyens de sa politique? Parce que le processus démocratique, vous savez, tout le monde est tombé dedans comme dans une soupe. Évidemment, évidemment. Dire que nos oppositions n'ont pas les moyens, je crois que c'est... C'est-à-dire les moyens de faire la politique de manière classique comme on le fait en Europe et tout? Non, nous ne sommes pas encore à ce stade ou à ce niveau pour faire la politique comme on le fait en Europe. Parce que les réflexions ne sont pas les mêmes. Les comportements et les mentalités, même de nos peuples, ne sont pas les mêmes. Vous savez, à chaque réflexion ou comportement d'un citoyen dépend de son niveau de vie. Vous pouvez demeurer balayeur de rue pendant 45 ans, vous aurez toujours les mêmes réflexions. Mais, vous savez, quand quelqu'un est bien logé, est bien nourri, est bien vêtu, je crois que cette personne réfléchit mieux. Et a mieux quand même de réfléchir plus mieux que celui qui a du mal à trouver à manger. Alors, ça veut dire que l'Afrique vit dans la fatalité, là, parce que le niveau de vie en Afrique, il est très bas. C'est pas aujourd'hui qu'il va monter. Non, ça monte. Ça monte. Dans certains pays, je crois que certains pays ont amorcé ce processus. Et je crois que le Sénégal est un exemple. Et la Côte d'Ivoire a semblé l'être mieux été les événements douloureux avec 2010-2011. 2010-2011, bien sûr. Mais aussi, ça prend. Ça commence par prendre, parce qu'il y a une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle manière de voir les choses, que les jeunes et la jeunesse montante voient les choses, notamment la question du franc CFA, à laquelle il faille qu'on se libère, et notamment la question où la France est en train de perdre la main dans certains États. Vous voyez ce qui s'est passé en RDC Congo. C'est vrai que on peut dire que c'est une alternance cachée, c'est-à-dire maquillée, mais c'est une alternance. Et c'est le moindre mal. Et moi, je pourrais dire que Kabila a quitté le pouvoir sans le perdre. Mais qu'a-t-on vu dans les réactions de la communauté internationale? De l'instabilité. La communauté internationale elle-même, elle est instable. Donc, je crois que nous devons faire partie de ces jeunes émergents qui n'acceptent pas qu'on nous dicte dans nos États ce que nous avions à faire. Et pour cela, il fallait réellement que nous retrouvions cette indépendance économique, cette indépendance culturelle et surtout dans le domaine de l'éducation.
Alors pour le moment, ceux qui sont dans l'opposition, qui cherchent à conquérir le pouvoir, vous allez entendre souvent beaucoup vous dire, écoutez, si par exemple dans les pays d'Afrique francophone, si vous êtes en froid avec la France, vous ne risquez pas d'avoir le pouvoir. Oui. Oui, puisque c'est hégémonique. Oui, mais là, vous avez dit tantôt qu'il faut couper ce cordon ombilical. Oui, il faut le couper. Mais comment on le coupe quand on a déjà cette mentalité qu'il faut être bien avec la France pour prendre le pouvoir? Oui, je crois qu'il y a ce qu'on appelle les relations diplomatiques. Et il y a aussi les intérêts de nos multinationales qui, grâce à elles, créent des emplois pour nos compatriotes. Et les colonies ou le colon nous tient aujourd'hui grâce à ces multinationales. Alors, il y a des pressions qui sont faites sur nos chefs d'État, puisque en réalité, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, écoutez, vous avez des problèmes de chômage, vous avez des problèmes d'emploi, écoutez, acceptez ces exonérations, acceptez de nous accorder ceci, écoute, nous allons venir et nous allons créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Bon, nos chefs d'État faisant face à cette situation l'acceptent. Parce que ça vient quand même calmer une partie, ou pour autant soit peu, pour un temps, les jeunes. Mais est-ce qu'il faut demeurer dans ce système? Moi, je crois que non. Il faut qu'on évolue vers une réelle indépendance de nos États. Et je pense que ça passe premièrement par la formation. La formation, après la culture, il faut que nous reprenions les valeurs culturelles africaines. Dire qu'il n'y avait pas de démocratie en Afrique, c'est faux. Il y en avait. Quand on prend l'Empire Manding de Soumdiata Keïta, c'est lui-même qui a inventé la démocratie. Justement, en fait, quand on prend l'organisation qu'on y avait, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais ça, puisque vous avez touché le point éducation, c'est à enseigner à combien de personnes? Combien savent qu'au moment où Soumdiata Keïta pensait la démocratie, avait écrit tout ce qui se fait aujourd'hui par l'Occident, l'avait déjà pensé à son temps, et en ce moment, l'Europe ne savait même pas encore écrit. Combien de jeunes Africains connaissent cette histoire aujourd'hui? Et je crois que c'est là où nos professeurs d'université... Est-ce qu'ils le connaissent eux-mêmes? Oui. Est-ce qu'ils connaissent cette histoire? Non, je ne vais pas dire que nos professeurs, nos grands professeurs d'université ne connaissent pas cette histoire. Je crois qu'il y a cette volonté-là de cacher les choses à la jeunesse. La volonté de qui? Et non, la volonté, elle est d'une part interne. Pour ces élites qui ont accaparé de cette culture, qui reviennent et qui ont du mal à se dire, mais j'ai quitté un point A avec une culture, d'ailleurs bien faite, bien modélée, qui m'a permis d'exceller en Occident. J'ai appris quelque chose. Il fallait que je transcende ce que j'ai appris et que je crée un modèle. Nous avons besoin de modèles. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons exporter en Afrique si ce n'est pas un modèle? Alors, il est très important que, au niveau interne, nous agissions, mais il y a aussi la pression externe que nous subissons, notamment tout ce que Canal laisse à la portée, on laisse à la portée de la jeunesse aujourd'hui. Je crois que si vous-même, en tant que communicateur, combien de Togolais suivent les chaînes nationales, les émissions en langue nationale? Je ne crois pas. Ça ne fait même pas peut-être 2%. Donc c'est très important que nous revenions à ce stade-là. Et je crois que c'est un travail qui doit être fait, premièrement, par un homme de vision, un leader charismatique, un leader porteur d'une vision, un leader qui a le sens de mettre sur place un modèle de développement. Et c'est ce modèle-là que nous pouvons exporter vers d'autres pays, que nous pouvons vendre. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que le Togo réellement nous avons à vendre aux autres? Moi, je me pose cette question. Qu'avions-nous réellement en Afrique francophone ou en Afrique, l'Afrique de l'Occident, de Soumdiata Keïta, qu'avons-nous à vendre à l'Occident? Rien. Là est toute la question. Maintenant, si on revient plus globalement puisque nous parlons de l'opposition politique, et on sait que si on a de l'opposition politique aujourd'hui, c'est parce qu'on a exporté ou importé un modèle démocratique.
Est-ce que l'Afrique s'est bien approprié la démocratie selon vous? Selon moi, personnellement, l'Afrique, comme je l'ai dit au début, nous avons mal amorcé le processus démocratique. Et nous nous sommes tiraillés entre frères, alors qu'il fallait tout simplement inventer la démocratie à la togolaise ou à l'africaine, en tenant compte des réalités sociopolitiques et culturelles de nos milieux, mais aussi en s'appropriant de celle de l'Occident et en l'étudiant. Parce qu'en réalité, en 90, lorsque cette histoire de vent de l'Est s'est lancée, il y avait tout simplement les élites africaines en Europe qui se sont regroupées et à qui la France a vu en ces élites des personnes pions pour placer dans ces états-là à cette époque. Il fallait tout simplement chercher, après la colonisation, l'impérialisme et tout ça, un autre système pour pouvoir piller encore nos États. Et comme à cette époque, on venait de sortir d'une crise de 89, donc l'Occident, les États-Unis et l'Occident, tous, on était carrément en crise, avec le boom pétrolier 87-89, il fallait trouver un système pour qu'en Afrique, on commence pas à se bagarrer encore. Et que le jour, on se bagarre, la nuit, on se repose, on reprend des forces. Et pendant ce temps, le blanc est en train de piller nos ressources minières. Donc, carrément, c'est ce système dont on s'est approprié qui est le problème. Oui, on s'est mal approprié le système. Il n'en demeure pas moins que dans nos États, il y avait à l'époque de véritables régimes dictatoriaux. Mais est-ce que c'était pas... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de régimes dictatoriaux, des gens disent mais la dictature, c'est mauvais. Mais est-ce que c'était si mauvais? Parce qu'on a vu à l'époque, c'était des dirigeants visionnaires. Évidemment. Si je vous prends quelqu'un comme Sylvanus, c'était un grand dictateur, on vous le dira, mais qui avait une vision politique. Oui, un dictateur réformiste. Un dictateur réformiste. Est-ce qu'aujourd'hui, nos pays n'ont pas besoin de ça? Oui, aujourd'hui, nous avons besoin d'un leader ou d'un manager qui sait s'imposer et qui sait imposer ce qui est bien au peuple. Parce qu'il y a une différence entre ce que le peuple veut et ce dont il a besoin. Il y a une différence entre ce que le peuple veut et ce dont il a besoin. Mais là, qui sait ce dont il a besoin? Ah oui. Aujourd'hui, moi, je vous réponds à la question. Qu'est-ce que le peuple togolais a besoin? De quoi a-t-il besoin aujourd'hui, le peuple togolais? Samuel. Difficile que je vous réponde. Je suis dans la posture de celui qui pose les questions. Merci. Mais juste pour dire que nous avons besoin d'un leader visionnaire. Nous avons besoin d'un leader qui porte les véritables aspirations de notre peuple, qui sont simples, de simples aspirations. Le besoin de se nourrir, le besoin de se loger décemment, le besoin de se soigner. Et je crois que lorsque on va atteindre ces trois créneaux, on peut quand même arriver à la moyenne de ces trois créneaux, la bulle elle-même va se créer. Et je crois que dans nos institutions ou au niveau de chaque regroupement, nous pourrions commencer par explorer une véritable émergence de nos citoyens. Aujourd'hui, dans les rues, c'est parce que les gens ont faim. Pour ceux qui pensent que c'est parce qu'ils veulent que des gens partent, moi je dis que c'est parce que véritablement des gens ont faim. Et d'ailleurs, si j'appartiens à un camp politique, Samuel, avec des convictions politiques, et que mon adversaire politique n'arrive pas à manger, n'arrive pas à se soigner, n'arrive pas à se loger, je dois me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais. Puisqu'en réalité, c'est moi qui gère la cité. Alors je dois me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, et d'ailleurs c'est ce qui est réel, le gouvernement togolais, il ne travaille que pour se maintenir au pouvoir. Et l'opposition
aussi ne travaillent que pour accéder au pouvoir. Mais qui travaille alors pour le peuple togolais? Je ne parle pas des partisans, mais qui travaille véritablement pour le peuple? Maintenant, vous l'avez dit qu'il faut des leaders politiques visionnaires qui sachent en imposer, mais on a vu aussi dans certains pays où on connaît les alternances et tout, on a vu des leaders pires que ceux qu'ils sont venus remplacer. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ils sont dans l'opposition et ils vous donnent même des cours de démocratie, de bonne gouvernance et tout. Et une fois au pouvoir, je ne vais pas citer d'exemple, il y en a foultitude sur le continent, vous les voyez pires que ceux qu'ils sont venus remplacer. Oui, je crois que la question du pouvoir en Afrique elle est complexe. Lorsque nos leaders accèdent au pouvoir et qu'ils sont liés, c'est-à-dire que votre ascension est due à des financements occultes, à des accords avec des multinationales qui ont financé pendant tant d'années votre lutte politique. Je crois que à un moment, lorsque vous êtes au pouvoir, quelles que soient vos convictions de servir le peuple, vous êtes liés par ces choses. Mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas là le véritable problème. Pour moi, je crois que un leader visionnaire, un véritable leader visionnaire qui a reçu la vision. Je ne parle pas des gens qui parlent de vision comme le mot vision. Non. Il y a des gens qui ont reçu une mission. Une mission de porter des valeurs, de porter un peuple. Comme Moïse a reçu la mission. Et je donne l'exemple de Moïse. C'est pour dire que lorsque ces personnes arrivent ou accèdent au pouvoir, l'homme n'étant pas parfait, je crois qu'ils feront l'essentiel de leur mandat. Pour les peuples, comment on sait que tel, c'est lui? C'est lui qui a la mission, c'est lui qui a la bonne vision. Parce que tous vous vendent des visions, en fait. Tous ceux qui sont dans l'opposition. Nous ne parlons pas de ceux qui sont au pouvoir, on connaît déjà leurs lacunes et leurs forces. Mais ceux qui sont de l'opposition, les oppositions en Afrique, comment on sait, parmi ces opposants, qui est le véritable visionnaire? Parce que tous vendent une vision. Oui, c'est vrai. La question, elle est très, très pertinente, Samuel. Je crois qu'il faut d'abord, étudier la personne. Je crois que chaque homme a un processus, un cheminement dans sa vie. Et les actions que cette personne porte, même lorsqu'elle n'est pas à un poste très important, et cette envie que démontre ce leader à venir aux petits soins du plus petit que lui, déjà sont des éléments ou des critères qui puissent nous permettre d'apprécier. Parce que celui qui peut faire de grandes choses avec peu de moyens, on peut se dire, quand il sera là, et quand il aura les moyens, il pourra faire encore plus. Oui, mais vous savez, quand l'homme politique, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, est dans la conquête du pouvoir, il est capable de dormir avec vous sur la natte dans votre case. Évidemment, Samuel. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, à la Nouvelle Vision, nous demandons à ce que chaque citoyen devienne un acteur de développement. Parce que quand vous vous inscrivez dans la peau d'un acteur de développement, je crois que la politique politicienne n'influe ou n'impacte pas de trop dans vos actions. En réalité, quand on finit les stratégies et les politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre en œuvre pour que cela impacte le quotidien de nos populations. Alors, nous pensons que les règles, les stratégies, les politiques, c'est bien. C'est bien, c'est des canevas. Mais il est encore plus mieux d'être des hommes de terrain. C'est pourquoi nous invitons, d'ailleurs, à chaque fois que l'occasion nous permet, nous invitons aujourd'hui nos acteurs politiques à se transformer en acteurs de développement. Parce que nous avons des affaires en politique, que ça a accouché de ce que ça a accouché. Mais aujourd'hui, on peut les voir véritablement sur le terrain du développement.
Parce que c'est sur ça. Parce que tout ce qu'ils ont fait en politique ont des impacts dans le quotidien du Togolais. Aujourd'hui, si le Togolais arrive à se nourrir, à se loger décemment, à se vêtir, et que les enfants ont une éducation décente, Samuel, s'il vous plaît, vous pensez que si on dit de marcher, vous trouverez combien de personnes? Quand vous posez la question à ces jeunes qui sont dans la rue, quand vous commencez par leur poser la question jusqu'au bout, ils vous direz, écoute, on a fait, c'est tout. La conclusion, c'est qu'on a fait. Et il faut trouver une solution. Parce que celui qui a faim, en tout cas, il y a de quoi, un, il est frustré, de deux, il dort mal, et de trois, il y a de quoi à ce qu'il ne réfléchisse pas avant de poser certains actes. Alors, dans le cas du Togo, on va en parler également un peu, où vous avez par exemple plus de 100 partis politiques et chacun dit c'est moi, faites-moi confiance, c'est moi qui vais sortir le Togo de la misère, c'est moi qui vais faire ci et ça. Et où vous décrivez par exemple, vous l'avez dit plus généralement pour l'Afrique, mais c'est valable pour le Togo, une population dont la condition même de vie ne lui permet pas d'avoir une perception élevée des enjeux sociopolitiques. Comment on fait le choix? Oui, c'est là où le choix est difficile. Et si nous allons nous appesantir sur le cas du Togo, Samuel... Parce que vous avez vu précisément dans le cas du Togo, l'opposition, le pouvoir et tous sont encore retrouvés, ils ont discuté et on est là à tourner en rond au même niveau depuis des années. Oui, on est là à tourner en rond au même niveau depuis des années parce que ce sont les mêmes acteurs. Premièrement, ce sont les mêmes acteurs de père en fils. Ou bien de leader en leader adjoint, ce sont les mêmes acteurs. Ça, c'est le primo. Secondo, les acteurs n'ont aucun programme de développement pour ce pays. Bah, c'est pas ce qu'ils disent quand même. Oui, c'est pas ce qu'ils disent. Mais retraçons un peu leur historique. Oui, bon, ils ont quand même des documents que nous on lit, disent si je suis ci, je vais être ci, je vais faire ça. C'est très bien. Ils ont les documents comme nous avons les documents au CASEP. Il y en a plein dans les tiroirs. Tous les programmes. C'est pas un problème de documents. C'est un problème d'action sur le terrain. Les stratégies, on en a eu. Combien de programmes ceux qui sont au pouvoir ont concocté pour nous à coups de milliards. D'ailleurs, même parfois, quand vous regardez des budgets, pour ne serait-ce que les études, ces budgets dépassent même les budgets des actions apportées sur le terrain. Ce n'est pas une question d'avoir de bons documents. Ce n'est pas une question de libeller des stratégies sur des documents. C'est une question d'exécution. On a beau avoir de bonnes stratégies, un bon programme, si on ne les met pas en pratique, si on ne l'exécute pas, cela n'impactera pas le quotidien de nos Togolais. Parce que puisqu'ils le font pour les Togolais. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'historique de nos oppositions. Je ne veux pas aller au Juvento, culte et tout ça, parce que ça serait trop long. Prenons les années 90. UFC, Jukis Olympio, père en fils. L'UFC a tiré tout simplement sa grandeur ou son hégémonie du fait que le porteur ou le leader était le fils de Sylvanie Soulou. Il n'y avait aucun programme conséquent pour le peuple togolais. Il n'y avait aucun programme en matière de santé qui disait que nous pouvons construire, ou nous allons construire sur l'étendue du territoire 5 CHR par exemple par région, et que ces chercheurs seraient équipés d'eux, avec tel nombre d'embauches en termes d'emploi de médecins. Il n'y avait aucun programme. Il n'y avait aucun programme comme ça, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'énergie, et qui avait des politiques transversales qui permettaient à ce qu'on sache que, et si dans ce programme, on veut avoir tel nombre d'écoles, ça veut dire automatiquement qu'il faut former tel nombre d'enseignants. Ça veut dire automatiquement qu'il faut se préparer à ce que nos universités puissent accueillir ces étudiants-là. On n'en avait pas. Mais on accouche, Samuel, s'il te plaît, on vous accouche des tirets. Premier point, on fera deuxième point, on fera troisième point, on fera oui. Mais le programme réel, qui puisse, avec lequel vous pouvez dire oui, écoutez,
je peux accorder ma confiance en tant que médecin ou en tant qu'enseignant. Je peux accorder ma confiance à l'UFC parce que j'ai suivi le programme en matière d'éducation. Ils construiront un tel nombre d'écoles. Cela aura un impact dans le taux d'alphabétisation 2 à l'horizon X. Il n'y avait pas de tel programme. Même ceux qui sont au pouvoir, même à l'époque RPT, on nous alignait tout simplement, et on nous alignait les 20 plus ou les 10 plus de quelqu'un, et puis bon, on passait à autre chose. Mais le peuple n'a jamais été au courant d'un véritable problème conséquent. Mais est-ce que pour l'époque, il pouvait exister un programme, autant donné qu'on était dans une opposition de combat? Justement. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut quoi? On veut d'abord faire quitter celui qui est là. C'est ça la politique. Oui. Et après, on va penser au programme. Non, écoutez, en politique, je pense qu'il n'y a pas d'amateurisme. Et je pense que... Oui, mais c'est le terrain qui commande l'action. Oui, le terrain commande l'action. Mais c'est pour dire que, dans ce sens, c'était tout simplement que l'esprit de vengeance. Alors, vous êtes d'accord avec moi, même divinement, que lorsque vous voulez venir avec un esprit de vengeance et venger quelqu'un qui, d'ailleurs, vous a nourri, je mets ça entre guillemets, c'est difficile. Même divinement, c'est difficile. Quand quelqu'un vous accorde quelque chose que vous voulez retourner contre lui, en tout cas, je crois que Dame Nature a ses lois. Mais quand on prend l'UFC, qui est devenu après ANC, l'ANC tire son populisme de quoi? Du fait que le leader était le bébé de J.Q. Solumbio. Ça a continué dans ce sens. Est-ce qu'aujourd'hui, Samuel, l'ANC peut-il nous sortir un programme de développement sur toute l'étendue du territoire togolais? Voilà mon programme de développement en matière de santé, d'éducation. Et voilà l'impact, voilà ce que cela peut mobiliser en termes de ressources. Si vous leur demandez, ils vont vous sortir des documents quand même. D'accord. Alors, on aura l'occasion de... Ma dernière question sur le sujet, s'il y a une réinvention de l'opposition, est-ce que ça passe par un changement de la classe politique dans le cas du Togo? Oui, dans le cas du Togo, moi je veux inviter tout jeune Togolais qui veut vraiment que l'alternance se réalise au Togo en 2020, de quitter les convictions, de quitter les appartenances politiques qui n'ont rien donné, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Les appartenances politiques n'ont rien apporté. Il faut quitter ces appartenances politiques. Il faut se poser la question, la véritable question de savoir: je suis dans tel parti, à quoi le parti m'a-t-il servi? D'accord. Et il est très important, Samuel, je vais préciser que on sache, chaque jeune sache qu'aujourd'hui, il est porteur lui-même de son alternance. Merci beaucoup, Jules Bamim Bafena. Merci d'être passé répondre à nos questions. Secrétaire général de Mouvement Nouvelle Vision. On va marquer la pause tout de suite et après le journal, on passe à regard croisé. Merci, Samuel.